Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Nous vivons dans un monde qui ne cesse de se transformer et de nous bousculer. La crise que nous traversons, qu'elle soit sanitaire, économique, voire existentielle, nous amène à réinterroger notre vie et la manière de la vivre. Entre la perte de nos repères, un basculement dans l'ère numérique et les incertitudes liées à l'avenir, à titre personnel ou communautaire, chacun en arrive à questionner son propre parcours de vie, celui de ses proches et de ses enfants. Choix de vie, de métier, quelle priorité se donner ? Comment aujourd'hui envisager l'avenir ? Ce que je pourrais résumer en disant « réussir ma vie, ça veut dire quoi aujourd'hui ?» Prenons un peu de hauteur et changeons de regard avec mon invité du jour qui nous arrive tout juste du Québec. Conférencier, ex-chargé de cours à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec à Montréal, et avec plus de 6000 conférences à son actif, Carole Allain apporte son éclairage sur la gestion au sens large des ressources humaines. Pour ne citer que quelques thèmes abordés lors de ses conférences, le choc des générations, la motivation humaine, le stress et la santé au travail, l'estime de soi, autant de thématiques qui vont nourrir notre échange. Bonjour et bienvenue Carole Allain. Merci, avec grand plaisir. Ça fait plaisir d'être là. En tout cas, nous sommes ravis que vous ayez accepté de nous rejoindre et de participer à l'aventure EducCare. Alors la société dans son ensemble est confrontée à cette relecture et l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui également. Alors, aborder la notion de réussite est un exercice périlleux. D'abord parce que chacun en a une définition très personnelle, et ensuite parce qu'elle s'appuie sur un maillage ou un système complexe. Un des enjeux sera peut-être d'ailleurs de l'identifier et de la clarifier. Alors, ma première question est incontournable. Quelle définition donnez-vous de la réussite ? Bon, écoutez, longtemps on a établi la réussite à partir de connaissances, de compétences, dans le but d'un objectif, très souvent très carriériste également. Et là, on voit avec les nouvelles générations qu'elle est un peu en questionnement, si on veut, puisque les nouvelles générations nous invitent de plus en plus à se poser la question, est-ce que moi, la réussite, elle sera strictement au niveau de ma carrière à venir, ou c'est simplement aussi de développer des compétences qui sont parallèles dans le but de faire différents types de travail, puisqu'on sera exposé de plus en plus à ce que les jeunes, est-ce qu'ils auront le goût d'avoir une carrière sur des périodes beaucoup plus courtes qu'à une époque? Alors, est-ce que l'aventure durera 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans? Alors, quel que soit ce qu'ils vont choisir, on risque fort de voir les jeunes aller dans différents parcours. On parle de plus en plus ce qu'on appelle le 17-5-15, qui est 17 emplois, 5 carrières et 15 résidences demain pour les nouvelles générations à partir de 20 ans. Alors déjà, ça nous donne... donc, on voit un certain détachement de réussite. Oui, la réussite économique, mais on voit qu'elle sera peut-être supportée par de la formation aussi en entreprise. Alors, on sent une certaine légèreté chez les jeunes de se détacher un peu, réussite liée à la performance. Et ça devient... c'est comme si ça va enlever un certain poids sur les nouvelles générations. Donc, moins de pression à ce niveau-là. D'accord. Alors justement, quand vous entendez de la part d'un jeune « je veux réussir ma vie » ou « je veux réussir dans la vie », quels sont les premiers indicateurs qui vous viennent à l'esprit pour tenter de l'accompagner ? Mais dès le départ, les nouvelles générations s'inscrivent davantage, les jeunes, de réussir sa vie. Vous voyez? Contrairement aux générations précédentes, où réussir dans la vie prenait une place considérable. Donc, il était beaucoup plus matériel, l'enjeu, en quelque sorte. Alors que les jeunes, c'est de réussir sa vie. C'est ce qui amène tout le volet du bien-être, qui s'inscrit de plus en plus. Là, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent l'éviter maintenant. Et c'est ce qui fait que réussir sa vie, c'est ce qui fait aussi qu'une communauté doivent de plus en plus réfléchir sur leur attractivité, en quelque sorte. Ce désir de... Est-ce que c'est le divertissement qui l'emporte? Est-ce que c'est... Donc, on voit que les nouvelles générations nous donnent un défi de dire, bon, mais moi, j'ai peut-être le goût, est-ce que l'aventure soit peut-être temporaire? Puis peut-être même m'arrêter pendant une année.
puis de passer à autre chose. Donc, on voit que le travail il est en pleine mutation. Avec l'arrivée, on le vu avec les milléniaux, hein, la génération Y, mais on le voit encore d'autant plus avec la génération Z, les 10-24 ans, qui semblent être très porteurs de continuer ce flambeau, de dire, bon, oui, liberté, moins de contraintes, on arrête, on recommence. Plus de légèreté, en fait. Plus de légèreté, effectivement. Un regard sur la vie qui est quand même différent de ce que pouvaient porter ou avoir les générations précédentes, c'est ça? Oui, l'enjeu était plus la stabilité, alors que la stabilité est confrontée à l'instabilité. Donc, les premières générations, particulièrement chez les baby-boomers, on voyait toute l'importance d'une carrière d'une longue durée. Le long-termisme, on peut prendre cette terminologie-là, était beaucoup plus présente chez les premières générations. Et l'aventure devait durer 30, 40 ans dans un but d'une retraite. Et on voit que le court-termisme, c'est ce qui s'inscrit davantage chez les nouvelles générations. Et ça, tout le monde, que ce soit la communauté, le milieu académique, doit être très soucieux de cette nouvelle réalité. Et on voit que les cours magistraux, par exemple, est-ce qu'on peut encore penser demain qu'un cours doit durer 75 minutes ou 45 minutes? Et là, on est confronté à ces nouvelles réalités-là aujourd'hui. Donc, le court-termisme, dans toute sa splendeur, nous interroge beaucoup. Et dans la plupart des activités dont eux sont invités, on est interpellé par cette nouvelle réalité. Alors justement, on reparlera peut-être tout à l'heure de l'école et des transformations qu'on pourrait apporter. Mais là, très souvent dans vos conférences, évidemment, vous parlez des générations X, Y, Z et maintenant Alpha. Est-ce que vous pourriez quand même clarifier un petit peu les contours pour que nous sachions de quoi nous parlons et que nous en saisissions un peu les enjeux de ces différentes générations, de manière très courte? Écoutez, on a commencé à questionner les générations après les années 1900, 1920, puisque bon, on ne peut pas clarifier les générations avant, puisque l'espérance de vie était trop courte. Et pour observer une situation, pour observer un humain dans l'action, dans une société où il faut un temps quand même pour l'observer, alors la génération silencieuse est arrivée en 1920, 1925, 1944, on l'appelait ainsi pour peu revendicatrice. Où l'engagement, la loyauté, le sacrifice ont joué un rôle important. Et par la suite, les baby-boomers, après la guerre, le baby-boom, pourquoi les baby-boomers? Il faut les souligner parce que ce sont quand même les parents, majoritairement, de la génération Y, ou les milléniaux, les 25-40 ans. Donc, il y a encore le mot stabilité, structure, c'était aussi très procédural, le travail long, et aussi, à leur façon, ils ont contribué à améliorer les conditions de travail. Donc, mais la génération X, qui est arrivée avec la révolution des services, qui sont majoritairement des parents des jeunes, là, des 10-24 ans, donc eux ont eu à faire face à une révolution quand même assez importante, où on a vu arriver l'importance des communications, de l'expression, de prendre sa place, de questionner les contraintes aussi. L'importance de la qualité de vie, les balbutiements autour de la conciliation famille-travail. Mais par la suite, les enfants qui sont issus de cette génération, la société a amené par la force des événements qui sont attribuables, par exemple, à la situation des tours à New York, par exemple, en 2001, ou la crise économique en 2008. a amené chez les parents un réflexe de développer l'hyperprotection, de se former beaucoup à protéger leurs enfants. Et ça aura des conséquences, ce que voulez-vous. C'est une réalité. Aussi fort qu'on a remis en question l'autorité, par exemple, la discipline avec les premières générations à l'égard de l'éducation avec leurs enfants. Et là, on voit arriver dans le monde occidental des jeunes qu'on veut protéger de toute situation. Donc, évidemment que l'enseignant qui enseigne aujourd'hui aux petits, quel que soit, c'est devenu beaucoup plus complexe pour eux. Et c'est comme si le parent était maintenant presque dans la classe, un peu un fantôme, mais il est tout prêt pour dire, mon Dieu, est-ce que je fais bien les choses à l'égard de mon enfant? Alors, la génération X, qui est née au tournant des années 60, en âge approximativement autour de 41, 42 ans, 58, 59 ans,
qui a connu quand même un chômage considérable lorsqu'ils avaient 20 ans, où le travail était laborieux, parce que prendre sa place, c'était beaucoup plus long, si on veut. La majorité d'entre eux se sont retrouvés dans les universités à faire leurs études universitaires parce qu'ils ont été en attente d'un travail, puisque les baby boomers étaient bien installés, puis pas prêts à partir, en quelque sorte. Mais l'ère des services a commencé à questionner beaucoup la révolution industrielle. Et là, on avait arrivé l'importance de la femme dans le travail, par le biais que non seulement les communications, mais le relationnel commençait à prendre une place considérable. Donc, les enfants ont commencé à vivre avec des parents qui tout était discutable, chacun a son opinion, est-ce que mon enfant a les droits, les devoirs? On a commencé à se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit prioriser comme valeur? Et il y a eu comme une forme d'emballement à l'intérieur de ça. C'est comme si on voulait s'éloigner tout doucement des valeurs des premières générations. Ce qui fait que la génération X a amené de manière un peu... est-ce que c'était volontaire? Une forme de séducation, de commencer à séduire en quelque sorte. Et c'est ce qui m'a amené à dire dans beaucoup de présentations, l'éducation fait face à la séducation. Mais paradoxalement, ça, la séducation, elle empêche le développement de la reconnaissance de l'autre. Et ça, c'est majeur. Vous voyez? Et alors là, vous allez avoir une très grande difficulté d'une nouvelle génération de qui est l'autre par rapport à moi. Mon moi qui est bien célébré, là, qui prend une place considérable dans toutes les familles, en somme, occidentales. Alors, ça devient très compliqué pour ces jeunes-là de comprendre que la personne qui est en face de elle et de lui, de le reconnaître en quelque sorte. Et là, en ce moment, on le vit de manière très importante. On voit bien que la relation, elle est quand même... elle peut être abîmée parce qu'on a du mal à trouver sa place. Le lien à l'autre est abîmé. Voilà, c'est ça. On ne sait plus qui... puis en plus, imaginez-vous que l'ère numérique vient se frotter à cette situation-là. Par la suite arrivent les milléniaux, qu'on appelle aussi la génération Y. Hein? C'est une étiquette qu'on donne au nom des générations. Là. Il ne faut quand même pas se demander, bon, qu'est-ce qui fait qu'ils sont Y ou la génération X. On disait la génération X pour sans identité, qui était difficile pour eux de dire, mon Dieu, à quel moment que je vais pouvoir prendre ma place. Alors que les milléniaux, arrivés au tournant des années 80, les générations, plus qu'on avance, plus qu'elles sont courtes dans la durée, 80, 95, et eux ont... Bon, écoutez, eux sont arrivés en disant, mais écoute, non seulement que le court-termisme, on va le vivre, mais on va l'exécuter aussi. Alors, bon, pourquoi pas prendre une année sabbatique, tiens? Tout arrêter, puis de recommencer. Et ça, les employeurs, les sociétés se sont dit, mon Dieu, c'est tout un bouleversement, c'est une transformation importante. Et la génération Y, les 25-40 ans, se retrouvent parents des tout-petits, à 63% à peu près, aussi bien en France qu'ailleurs. Et donc, ils sont parents de les 0-10 ans, quoi. Ce qu'on appelle les petits enfants. Et par la suite, la génération Z, qui sont majoritairement, ce sont les parents sont la génération X, les 10-24 ans. Et donc, on s'y arrête de plus en plus partout, si on veut, dans les pays industrialisés, puisqu'ils représentent, ou ils représenteront, entre 70 et 75% des collaborateurs dans le monde du travail occidental. Alors, c'est quand même majeur. Alors, tout le monde est au rendez-vous en ce moment. Tout le monde s'inquiète un peu à savoir, bon, comment on doit s'adapter à cette réalité-là. Et la pandémie est venue leur donner un peu de support en leur disant, tiens, pourquoi pas le télétravail? En plus, oui. Ça a plu à beaucoup d'entre eux. Et arrive par la suite la génération des alpha, qui est les 0-10 ans, nés au tournant des 2010-2025, qui va être confronté non seulement à une situation climatique complexe, mais aussi à l'arrivée massive de l'autonomie, de toute l'automatisation dans le travail et la robotisation. Et il n'y aura pas de retour. Et ça va continuer de prendre une place, d'autant plus qu'ils ont eu un coup dans le dos avec la pandémie. On a vu que le e-commerce, par exemple, et bon, ils se sont dit, tiens,
on a encore une chance, puisque les jeunes sont à l'intérieur, tout le monde est derrière les écrans, tout le monde est en train de commander des biens à partir... donc ça énerve, ça rend une certaine nervosité, si on veut, en quelque sorte. Alors merci d'avoir un peu brossé le tableau, parce que c'est quand même compliqué de comprendre exactement comment les générations se situent, donc c'était intéressant d'en reparler un petit peu. Alors de ce fait, dans nos établissements aujourd'hui, si je l'entends bien, on a des parents qui sont plutôt des générations X, Z, c'est ça, et un peu Y, on va dire, pour les plus jeunes. Oui. Et de ce fait, pour ces parents-là, est-ce que pour eux, réussir, ça prend vraiment il y a une grande différence pour chaque génération X, Y et Z qui accompagne son enfance. Cette notion de réussite, elle a vraiment évolué, ou on peut dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent tous sur ce que ça veut dire que réussir sa vie, par exemple. Mais un constat qui est très intéressant, que les parents doivent prendre en considération, c'est que la plupart des professions d'ingénieur, par exemple, un jeune qui devient ingénieur demain, ou un médecin, un avocat, un notaire, un comptable, le parcours académique de ces professions-là a été axé principalement sur le savoir-faire. Et ça en a amené une situation assez complexe, parce qu'ils ont négligé le savoir-être. Et on l'a vu durant la pandémie, les infirmières, par exemple, ont bien dit, écoutez, les nouvelles générations, c'est des générations qui sont régies par les émotions. Alors, si émotivement, ça ne se passe pas bien, ambiance de travail, etc., renforcement ponctuel, mon opinion, votre opinion, les échanges, ça va être difficile de les fidéliser. On va les perdre. On va les perdre, oui, en quelque sorte. Alors, cette réalité-là est quand même très présente maintenant. Alors, est-ce qu'on peut réussir à bien comprendre pour les parents que la réussite, est-ce que vous voulez qu'un enfant réussisse avec un chiffre, avec 85 en mathématiques puis 90 en français ou dans les sciences? Ça ne semble pas être aussi significatif dans les années à venir. J'ai de plus en plus d'employeurs qui se disent, écoutez, on sait que la situation a changé entre le questionnement de l'ergonomie du travail à une époque à la santé mentale aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on doit faire une réflexion à embaucher la bonne humeur, l'enthousiasme? Est-ce que nous sommes au point d'embaucher une attitude? Il faut que les parents comprennent bien que matière et manière, il faut les rapprocher. Il n'y a qu'une lettre qui les sépare, un N et un T. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de place pour un jeune qui a le rire facile, qui est facile, qui est respectueux, qui a le goût de travailler avec les autres, par exemple, et qui a un entre-genre, une convivialité, vous savez, généreuse, une bienveillance. Une présence relationnelle. Oui, en fait, une présence relationnelle et je pousse de plus en plus les employeurs d'embaucher ces gens-là aussi. Dans une vraie ouverture, en fait, c'est ça? Parce que c'est pas ça qui s'est produit sur les baby boomers, par exemple. Et dans votre société si verticale, si hiérarchisée qu'elle soit, on ne pourra plus négliger le savoir-être maintenant. Il va nous falloir un certain équilibre sur ce qu'on appelle la mobilisation des talents. Alors, j'invite les parents à faire une réflexion. Alors, ils vont me répéter, mais monsieur Alain, on est encore la notation, les chiffres, la masse est aussi encore très présent. Mais le monde d'aujourd'hui ne sera pas le monde de demain. Vous savez, ces jeunes-là, par leur mobilité, leur flexibilité, ont des possibilités, des opportunités un peu partout dans le monde. Et même la Suisse me dit la même chose. Je vais dans des pays ailleurs dans le monde et on pose sensiblement le même constat. Alors, ça va être intéressant de s'arrêter sur ces deux volets pour enlever une pression aussi chez les parents de dire, mon Dieu, est-ce qu'elle doit réussir à tout prix, mais qu'est-ce que réussir? Le meilleur équilibre entre cet enfant enjoué, généreux de sa personne, cette façon d'accueillir à la maison les étrangers, c'est le genre de personnes que j'embaucherais beaucoup maintenant. Que je dirais, portez beaucoup attention à cette candidature, surtout dans l'ère du temps aujourd'hui. Donc, par rapport à ce que vous venez de partager, on entend bien qu'il peut y avoir un vrai point de rupture entre le projet de vie aujourd'hui, par exemple, d'un lycéen et le projet qu'espèrent ses parents pour lui. Il y a un vrai décalage.
Comment on pourrait éviter cette rupture? Parce qu'à un moment donné, avec des générations, par exemple, si on a été parents, on a eu des enfants assez âgés, il y a quand même un décalage de génération. Oui. Et comment éviter cette rupture-là, par exemple? Comment on peut comprendre qu'un enfant a envie, en effet, au bout de 2 ans je sais pas, de stage, de dire, bon allez, je prends une année sabbatique, je fais autre chose parce que ça me gaffe, quoi, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me poser. Comment on peut comprendre ça? Comment on peut éviter qu'il y ait un éloignement qui pourrait faire rupture dans une famille, par exemple? Mais tout doucement, ça s'est préparé à travers les générations, cette situation-là. Aussi fort on était plus ou moins 80 heures à travailler par semaine à une époque. Ça remonte peut-être à la révolution agraire, mais même que les baby boomers aient connu 45, 50, 55 heures, 60 heures de travail semaine, nous avons commencé à questionner la durée. Alors ça, en faisant ceci, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les générations qui vont suivre. Et là, on atteint on a questionné dans la durée 35 heures semaine, etc. Donc, vous avez préparé le chemin. Tout à fait. Le jeune a dit, bon, ça me donne plus de temps pour moi. Est-ce que c'est 3 jours semaine demain? Le télétravail s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. Est-ce que moi je pense que je peux faire mon travail entre 10 heures le matin et 14 heures l'après-midi et arrêter d'être sur surveillance comme ça. Alors, ici, on voit que les nouvelles générations, les ingrédients sont en place, si on veut, et ça va se faire tout naturellement, en quelque sorte. Le talent, on se dit, bon, quelqu'un qui va nous quitter, par exemple, une année ou prendre quelques semaines ou quelques mois pour vivre une expérience à l'étranger. Écoutez, je vais encore plus loin que ça maintenant. Moi, je dis, écoutez, sachant qu'un jeune peut rester chez vous 2 ans ou 5 ans, il faut vous assurer de continuer à le former pour en faire non seulement un bon collaborateur, mais un bon citoyen. Dépasser. Bon pour la communauté. Au-delà. Bon pour la province, bon pour la nation. Oui, M. Alain, on va investir sur cette personne-là, de la formation, etc., pendant 2 ans, pendant 5 ans. Oui, mais aller plus loin que votre entreprise. À tel point que cette jeunesse-là pousse le maillon encore plus haut en leur disant, mais écoutez, pour fidéliser ma présence au sein d'une organisation maintenant, vous devez me considérer de manière plus globale. C'est-à-dire... oui, vous pouvez toujours me donner de la formation ou donner de l'encadrement ou du mentorat pour augmenter mes compétences ou mon talent au sein de l'entreprise, mais soyez soucieux de ce que je suis à l'extérieur. Ah bon, c'est quoi ça? Bien-être, passion, développer... Et là ça change tout. Donc, l'employeur s'inscrit maintenant dans une dynamique de globalité. Et c'est grâce aux nouvelles générations, aidées des générations précédentes, qui vont emmener ce virage. Qui va se faire naturellement. Est-ce que demain, les jeunes travailleront 28 heures semaine? Est-ce que les écoles, demain, c'est 3 jours semaine? Vous pouvez me poser la question, parce que... J'y reviendrai. Ah oui, j'y ai arrivé. Hein. Parce que, vous voyez, là on va y arriver, là. Parce que les ingrédients sont bien... On sent que le pulse, enfin en tout cas que les pièces ne sont pas très loin dans ce que vous dites. Vous savez, le casse-tête, le puzzle se construit bien là, autour de... Les éléments sont en place. Alors, les institutions actuelles sont remises en question dans cette durée. Les cours magistraux, écoutez, c'est très difficile de... Vous savez, le niveau d'attention des jeunes, mon Dieu, n'a rien à voir avec les années 60, là. Si on peut vous donner 12, 15 minutes, un jeune aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. En 1 heure. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on est ici à 8 heures le matin et ça se termine à 16 heures l'après-midi? Qu'est-ce qui fait L'école était un petit peu mise en place par la révolution industrielle. Elle était construite comme une chaîne de production. Il faut que les parents en soient conscients. Et ça, mais ça n'a plus beaucoup sa place aujourd'hui. Mais la France, vous êtes assez serré encore sur cette façon de procéder, très procédurale, très linéaire. Mais ça ne s'inscrit pas du tout dans l'ADN des nouvelles générations. Les difficultés qu'on peut avoir. Et ça, ben, je vais vous casser. Je le dis avec un jeu parce que, écoutez, j'ai la chance d'aller dans tellement d'endroits. Puis je le dis, tant que vous allez maintenir cette façon-là de procéder, vous allez en perdre beaucoup. Parce que le jeune, il dit, écoute, moi, j'ai besoin d'interactivité pour fonctionner. Hein? Je suis construit à travers les réseaux, à travers une multitude et très tôt dans ma vie, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 12 ans, sans même me déplacer, je suis déjà en relation avec des pays étrangers ou avec des cultures. C'est quand même assez formidable.
Donc, est-ce qu'on est en mesure de mieux comprendre qu'une enseignante demain, elle a tout à gagner d'accueillir un élève à la porte? Est-ce qu'elle veut continuer à rester à sa chaise derrière son bureau pour accueillir l'élève? On en a beaucoup qui sortent. Hein, mais tant mieux. Mais vous savez, c'est un exemple dans lequel est-ce que les parents comprennent bien que cet enjeu-là est pour tout le monde? Et est-ce que l'enfant il est bien placé dans une classe, assis au fond d'une classe? C'est compliqué. Avons-nous suffisamment son attention? Est-ce que c'est préférable de vivre quelque chose de différent un lundi, dans un environnement donné, ou que le mardi, ça change aussi? Le jeune s'inscrit dans ce changement, dans cette surprise. Surprends-moi. Et on a besoin. Étonne-moi, c'est ça. Étonnement. Et c'est vital pour eux. Et à la fois la notion d'espace et de temps dans ce que vous dites. Tout à fait. On a vraiment l'ensemble. Alors justement, comment l'école peut accompagner ce changement de regard et cette transformation? Parce que l'école a aussi, de ce fait, là on la remet en cause quand même, voilà, dans son fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'il y aurait à transformer, quel changement on pourrait opérer pour que ça se passe vraiment en dehors de l'espace, le temps? Quelle piste vous voyez, vous? Est-ce que l'école va rester sur les connaissances, sur les compétences, etc.? C'est à souhaiter, dans une certaine mesure, quand même. Mais on voit de plus en plus profilé. Est-ce qu'on veut en faire aussi? Est-ce qu'on doit répondre à ses besoins comme citoyen? Est-ce qu'on doit lui donner des cours de cuisine aussi? Vous savez, c'est très d'actualité, hein? Vous avez qu'à lire. Et ça se vit très fort en France, ce questionnement-là. Est-ce qu'on doit aussi le préparer pour ses placements? Et très tôt dans sa vie, hein? Et là, ça déborde un peu. Il y a beaucoup de parents qui se posent ce questionnement-là. Est-ce qu'on doit aussi le préparer comme citoyen à l'extérieur de l'école? Mais c'est une responsabilité à l'école. Alors qu'ils sont ils en ont déjà beaucoup. Mais mon Dieu, où est-ce qu'on veut aller avec ça? Et ça fait partie des questionnements en ce moment. Bon. Donc, est-ce qu'il y a des matières actuellement qu'on doit... Quelles matières dans lesquelles les jeunes doivent s'inscrire? La France s'est construite beaucoup. La culture a joué un rôle important. Il va falloir être prudent parce qu'il se dissocie un peu de la culture des nouvelles générations. Et ce serait malheureux. C'est une autre culture qu'il se Notre culture, les musées, tout ce qui enchante, tout ce qui encadre. Est-ce que la musique prend trop de place dans leur vie, ou le cinéma, entre guillemets, ou tout ce qui gravite autour? Est-ce qu'il y a encore de la place à ce théâtre, à la muséologie, à l'orchestre symphonique, et c'est large quand même, hein, à la lecture, à ses auteurs? Il va falloir rester très vigilant et pour s'assurer de préserver aussi ces volets-là. Parce que je le vois dans certains pays, ils sont en train de le perdre complètement. Il n'y a presque plus personne au théâtre, nous. Pas juste en Amérique, mais dans d'autres pays également. C'est comme si les jeunes disaient, bon, bien, il est peut-être un peu tard. Donc l'école, est-ce qu'elle doit jouer ce jeu de dire, moi, je dois m'assurer qu'un élève vienne en classe tous les jours, en jouer, puis qu'il ait le goût de participer? Est-ce que le professeur est-ce qu'il doit devenir à la fois un animateur, puis de s'assurer que, bon, pourquoi pas Alexandre, de faire ton oralité en avant pendant 3 minutes? Elle doit beaucoup apporter des variables différentes maintenant. C'est de ça qui se nourrit, cette jeunesse, hein? De cette façon de... Quand ça devient lourd, boum, il tombe. Et on a discuté à suivre. Donc c'est vraiment diversifier les approches. On appelle de multiplier les dynamiques créatives en classe. Et ça permet à ces jeunes-là de dire, bon, ça risque d'être différent aujourd'hui, puis ça risque d'être différent demain. Donc, ça change beaucoup, ces éléments-là. Ça leur donne le goût de dire, bon, ça me plaît, quoi, à l'intérieur de ça. Mais de toute façon, si on ne trouve pas réponse à nos questions des jeunes dans les écoles publiques, qu'elles soient publiques ou privées, vous allez avoir énormément de soutien venant des entreprises qui vont les prendre en charge. Ils seront formés toute leur vie, ces jeunes-là. Il n'y a aucune retraite possible pour les nouvelles générations. Écoutez, ça soit bien clair, là, que les parents entendent très bien le message. Je ne veux surtout pas que vous leur parlez de la retraite. C'est pas la question. Leur vie, ce n'est pas d'être propriétaire demain.
C'est terminé, ça, ce genre de discours qui est très axé sur les premières générations s'inscrivent dans ce modèle-là. Mais eux, est-ce que c'est la location demain? Je ne sais même pas qui se pose la question. Il faut enlever cette pression et on le sent de plus en plus dans différents pays du monde, que les nouvelles générations, c'est un élan qui semble être porteur pour eux. Ça va être intéressant. Et ça va leur enlever cette pression de savoir c'est quoi. La réussite, on la veut professionnelle, mais eux la veulent beaucoup sur le plan personnel. Alors, à la fois, il y a ça, moi, dans ce que vous dites, j'entends aussi donc, une importance d'avoir des expériences de vie, de découvrir à nouveau, de se construire, d'avancer, d'être dans une découverte. Il y a une vraie curiosité. Oui, parce que ça a commencé très tôt dans leur vie. Soit par des parents qui se sont divorcés, des parents dans des familles recomposées. La plupart d'entre eux ont connu 2 ou 3 écoles avant l'âge de 15 ans. On a eu des parcours un peu parsemés de doutes, d'incertitudes, tant sur le plan familial. La plupart d'entre eux, c'était long de créer des liens dans leur quartier. Ils arrivaient, bon, encore, je dois recommencer à nouveau. C'était à 2, 3, 4 reprises. Ce n'a pas été le cas des baby-boomers dans leur vie. Ils ont vécu dans des quartiers sur 4-5 kilomètres pendant 20, 30, 40 ans de leur vie. Comme la première génération, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le constat des nouvelles générations. La grande majorité d'entre eux se sont beaucoup déplacés. C'est une force d'adaptation. Et en même temps, c'est très audacieux. D'ailleurs, c'est des grandes qualités qu'ils auront. Ils seront non seulement ambitieux puis audacieux, mais ils vont facilement mieux s'adapter. Parce qu'ils ont connu ça très tôt dans les vies avec leurs parents. Alors en même temps, voilà, on parlait d'expérience et en vous écoutant, on était parti sur la réussite et moi j'entends le mot sens derrière. Oui. Quel sens en fait on donne à sa vie aujourd'hui? Parce que dans ce que vous dites, on cherche de l'expérience, on est curieux, on va démultiplier les choses, on ne pense pas à la retraite, on est vraiment sur un rapport, on change de paradigme là. On est vraiment sur quelque chose qui évolue, mais j'allais dire... À l'époque, on voulait savoir pour qui on travaillait. Eux, ça ne les intéresse pas. Ils veulent savoir pourquoi je travaille. Parce que de toute façon, je sais que vous ne resterez pas très longtemps comme manager ou comme prof. Ils ne seront plus ni eux dans la durée. On sait que les visages changent rapidement maintenant. Qu'on soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans plein de secteurs d'activité. Donc la stabilité, on ne la voit plus, en fait. Non, voilà. Oui, c'est ça. Donc, lui, c'est le pourquoi je fais. Donc, il faut absolument donner un sens pour un employeur qui s'intéresse à cette génération-là. Il faut que ça ait un sens de faire ce qui... Donc les accrocher, c'est par le sens. Oui, par le sens. La curiosité, l'ambiance du travail. L'ambiance au travail. Beaucoup l'ambiance au travail. C'est ce que j'aurais des opportunités. Il faut que tout le monde comprenne que 2 ans, c'est très long pour eux. À l'époque, on disait, c'est 15 ans. Mais eux, c'est moins de 2 ans. Puis il faut qu'ils regardent bien attentivement cet employeur. Tous ceux qui s'intéressent à eux, qui comprennent tout de suite que 2 ans, c'est long. Qu'est-ce qui m'arrive à moi dans 2 ans? Un nouveau bureau, un nouvel espace de travail, une opportunité à l'étranger, c'est l'Angleterre ou le Costa Rica? Non, je ne vais peut-être pas attendre encore 5 ans. Et ça s'inscrit dans la France comme la Californie. Aussi bien quand je suis allé au Maroc pour les inquiétudes, quand j'ai présenté à Casablanca, pour que les parents là-bas me disaient, nous sommes soucieux de nos enfants, de 16 ans, de 18 ans, de 25 ans, qui posent beaucoup un diagnostic où ils semblent beaucoup être attirés par l'Amérique. Bon. Alors, les jeunes se rassemblent beaucoup, hein. Ils sont connectés par les réseaux. Il n'y a plus de filtre. Hein. Alors, c'est assez complexe pour les parents de voir qu'ils ont été remplacés par des influenceurs. Vous ne semblez pas beaucoup vous inquiéter de la situation, mais vous avez tout à fait été remplacés. Pour beaucoup d'entre vous. À l'époque, on disait, oui, l'Église a joué un rôle important dans la conscience sociale à la fois, et les parents jouent un rôle important, étaient des repères. Mais pourquoi que les pères à accent grave, vous les avez remplacés par des pères avec un AIRS? Il faudrait peut-être encore le répéter. Pourquoi avez-vous passé de l'un à l'autre? Pourquoi avez-vous fait appel à autant d'intervenants pour encadrer cette jeunesse? Des coachs pour ceci, un intervenant en mathématiques, un autre parce qu'il y a quelque chose qui ne semble pas très bien aller,
Et ils souffrent de ceci, de cela. C'est une hyperactivité? Est-ce que c'est manque d'attention en classe? L'intimidation et l'harcèlement que ces jeunes-là dont sont aux prises relèvent principalement de toujours cette nécessité de plaire. Et n'oubliez pas qu'ils sont entrés dans l'ère de... À l'époque, le jugement, c'est un jugement d'utilité. Il fallait que la vie soit utile. Il fallait qu'un enfant soit utile. Eux sont entrés dans l'ère d'un jugement de beauté. Et c'est majeur. Tout doit être beau. Et il doit être... Cette apparence-là les poursuit continuellement. Comme une bulle qu'ils auraient vécue à chaque il faut fois. des gros câlins pour ces gens-là. Regardez comment il faut leur dire tous les jours « je t'aime ». Les parents ont joué à cette corde-là et on le présente même à la télévision et dans les médias. Et ils s'apprivoisent à travers ça. Alors évidemment qu'ils auront beaucoup d'intimidation dans la tenue vestimentaire, dans ce qu'ils portent, de la minceur aux apparences. Tout ce qui va jouer autour de cette estime de soi. L'estime de soi ne se construit plus comme autrefois. Soit par l'effort, par les échecs. Aujourd'hui, l'estime de soi se construit à partir du regard de l'autre, porté sur moi. C'est pour ça que le livre que j'avais écrit à l'époque sur l'estime de soi, comment composer avec le regard de l'autre, porté sur soi, c'est ça les nouvelles générations. Oh que c'est lourd quand je vais sortir de la maison ce matin. Moi, 14 ans, moi, 15 ans. Que vais-je vivre dans cette cour d'école, ou dans ce métro, ou dans mon déplacement dans la journée? Et les parents sont un peu angoissés. Et c'est plus sensible chez les jeunes filles que chez les garçons, oui, effectivement. Et de ce fait, comment on pourrait vraiment les aider? Parce que là, à la fois, on a l'impression qu'ils sont hyper auto-centrés, et on se dit, ils n'ont pas forcément confiance en eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à se consolider, à se construire en mettant du sens et à se sentir mieux dans leur basket sans forcément utiliser tous les influenceurs ou comment on peut faire alors? Il était plus facile de vivre dans les années 60 pour la plupart des familles en Occident. Si vous regardez sur une structure en disant, les besoins de sécurité, les besoins physiologiques, et on jouait à l'intérieur de ça, la famille, le travail, le quartier, pas plus. La famille, pas plus. Mais quand est arrivé tout ce volet où on s'est dit non, tiens, allez, l'estime de soi, la réalisation, faut se réaliser, faut atteindre des niveaux. Et ça a mis une certaine pression sur le plan social, sur le plan sociétal. Et eux s'inscrivent dans cette dynamique-là depuis l'arrivée des milléniaux. Avec cette obligation d'entrer cette obligation absolument de réussir. Le mouvement, oui, je dois réussir quelque chose pour me démarquer. Être marqué, se démarquer est dans l'ADN de ces générations-là. Et Instagram a créé un grand bouleversement dans la vie de ces jeunes. On aurait dû réagir de façon drastique sur cette situation. Même Facebook aujourd'hui en parle. Oh, je crois que nous avons fait une erreur. Instagram a créé un précédent qui va être difficile à... Pour revenir en arrière, oui. Oui, mais non, il faut... J'espère que les jeunes vont réussir à comprendre le danger que se cache derrière cette folie de se prendre en photo continuellement, puis de l'envoyer à quelqu'un. Mais ça va plus loin que ça maintenant. Ça se vit à travers... on s'expose de plus en plus. Presque chaque pas est une exposition, je veux dire, maintenant. Dans la vie, vous le disiez, si on sort de chez soi et c'est le regard de l'autre sans arrêt, je veux dire, quelle vie on a? Oui. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes, le jeu, quand j'avais écrit à l'époque L'enfant roi, on voyait bien que ça avait des attaches. Un enfant, est-ce que ça venait par le fait que c'est un enfant unique, ou les familles moins de 2, on aura le temps de prendre plus de temps pour eux. Évidemment que cette jeunesse-là, ils ont un jeu qui est bien présent. Le moi d'abord. Et puis il va falloir que tout le monde, on soit de bons accompagnateurs à trouver des réponses à cela. Parce qu'il semble, vous savez, l'adolescence aujourd'hui, ça ne se termine pas à 16 ans, puis à 18 ans, là. Je pense qu'on n'est pas là du tout, là. Ces jeunes-là sont dans l'adolescence. Puis ils vont la garder très longtemps. Ils ne sont pas pressés de prendre des responsabilités. Ils savent qu'il y a des parents qui vont faire ça pour eux, et très longtemps.
Donc peut-être que là, il y a la Alors, responsabilité des parents. l'adolescence aussi. ne se termine pas avant l'âge de 24 ans aujourd'hui. Ce n'est pas 25. Alors, les parents qui me poseront la question, à chaque fois j'en ai l'occasion, je leur dis, écoutez, vous les avez... Non seulement les intervenants ont été là, toujours quelqu'un quelque part pour intervenir. C'est ça, ces nouvelles générations. Alors, à ce moment-là, adolescence, adolesco, qui veut dire grandir, c'est long. Alors, on est presque arrivé à la fin là, Oui. des différentes questions. Moi, je reviendrai sur les enseignants, qui sont forcément d'une génération spécifique. Comment ils peuvent vraiment entrer avec cette nouvelle génération, comment ils peuvent entrer en contact, en relation avec cette nouvelle génération, là, les derniers, là, les alphas, pour vivre et que ce lieu école soit un lieu qui soit constructif, qui soit un lieu où l'enfant peut s'épanouir, mais il est aussi des repères et peut-être des repères internes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il puisse se construire en étant plus solide et non pas sans arrêt attentif au regard de l'autre et penser qu'il peut se construire véritablement et se consolider seul et avancer. Comment on peut accompagner ou donner des pistes à des enseignants pour le faire? Les enseignants auraient peut-être plus intérêt à changer pour stimuler cette jeunesse-là. Est-ce qu'elle devrait débuter la classe en les invitant à une discussion? C'est une façon. Est-ce qu'on doit prendre les 5 premières minutes pour faire un pont, puis bien les réchauffer avant de débuter la classe? Entre la maison et Tout à fait. l'école. Est-ce qu'on doit commencer par une espèce de scénario, un spectacle, une vidéo, jouer beaucoup les variables, aussi variées que possible, pour démarrer? Il vaut mieux avoir un jeune 30 minutes sur une matière, sur une durée de 45 minutes, ou 40 minutes pour une durée de 75 minutes, pour s'assurer qu'on a l'attention de ces jeunes-là. Mais si on veut commencer tout de suite à les recevoir, asseyez-vous, nous débutons la classe, c'est compliqué. Vous voyez? Donc vraiment, c'est ça dont on parlait, quoi. Les accueillir, les mettre dans un climat qui soit réconfortant. Rapprocher, dans la matière, la manière, le contenant, le contenu, jouer sur ces variables. Le mot, c'est les variables C'est adaptation. sûr que demain, quelqu'un qui termine son université pour enseigner, il n'y aura pas le choix sur un cours de théâtre. C'est prioritaire maintenant. Donc c'est vrai? Ah oui. Donc on ouvre le plus possible. Il va falloir, de plus en plus, qu'un enseignant comprenne que il y a des jeux de rôle à jouer pour apporter une attention à ces jeunes. Et développer des techniques, des outils qui permettent vraiment d'entrer en relation et leur permettent à eux de... Oui, c'est des générations très musicales, très rythmées, très, très bruyantes. Donc on a quelques pistes pour ça. Alors, dernière question avant nos questions un peu plus intimes. Comment on peut encourager et rassurer les parents et les enseignants aujourd'hui, là, après tout ce qu'on vient de se partager? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour dire, ok, on va essayer d'enlever un poids, une pression. Qu'est-ce qui peut rassurer ces parents, ces enseignants? Pas trop près, pas trop loin d'eux. Les jeunes n'ont pas besoin que vous soyez des parents sur une durée longue avec eux, en présence. Et pour vous soulager, observez attentivement les amis qu'ils auront choisis. C'est un excellent indicateur de leur éducation. C'est très, très rassurant. Autre élément, soyez beaucoup plus des collaborateurs avec les enseignants, puis de bien accepter que votre enfant doit passer à travers différents styles d'apprentissage et de personnalité pour le faire avancer. Ne croyez surtout pas qu'un professeur ou un enseignant ou une enseignante théâtrale, c'est peut-être trop ludique. Au contraire, il a besoin de passer à travers différents styles pour évoluer dans la société d'aujourd'hui, de demain. Prendre ce qu'il a à apprendre aussi, voilà. Et grandir à travers ça. Oui. Et jouer des rôles avec eux, vous aussi, comme parents. On a besoin de votre participation. Est-ce qu'on doit les faire lire en haute voix, une fois par semaine? Vous lui rendrez justice par l'oralité. C'est sa vie aujourd'hui, demain. Il n'a pas terminé de se présenter devant un employeur demain. Et plus qu'on le met dans une position d'exposé oral, plus à lui donner de la confiance. C'est très difficile de se lever debout en public. Et puis il faut qu'il commence tôt à se sentir confortable dans cette situation-là. Ça risque d'être sa réalité. Donc les outiller un petit peu au fur et à mesure. Oui, rien de compliqué, quelque chose de léger. Mais ni les envelopper, ni les laisser seuls. C'est trouver un juste milieu en fait. C'est possible. Mais on voit que les inquiétudes font en sorte qu'au moindre événement, à la moindre situation
on sent un inconfort, les parents cherchent des réponses. Et l'adolescence, c'est 10 ans, c'est 12 ans, puis ça s'étire, bon, est-ce que c'est 16 ans, 17 ans? Cette période-là est complexe. C'est une période pour tous les parents du monde, hein, où on sent un temps d'arrêt chez les ados. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut arriver pour sa fille, son garçon à 13 ans, ou ça va durer jusqu'à l'âge de 15 ans? C'est une réalité qui est présente, mais laissez aussi, s'il vous plaît, le père jouer son rôle. On sent de plus en plus l'absence paternelle dans l'éducation des jeunes dans tout l'Occident. Dans la plupart des pays du monde, il y a très très peu de présence réelle, ce qui veut dire qualitative, tonalité, regard. C'est essentiel. Évidemment, il y a la mère aussi, mais c'est un moyen de donner un équilibre à le rôle de l'un et le rôle de l'autre. Autrement, il va le rechercher plus tard de toute façon. Soit en relation, puis on le voit. Hein? Puis une fille peut arriver à 20 ans, 25 ans, peut s'intéresser à quelqu'un beaucoup plus âgé. Est-ce que c'est par absence, en fait, est-ce qu'on peut commencer plus tôt? Est-ce que les deux puissent jouer ce rôle où l'émotion est au rendez-vous du père et de la mère, et la rationalité, le oui, le non, est présent de l'un comme l'autre. Autrement, il va continuellement être à la recherche. Donc c'est vraiment une recherche d'équilibre. Et n'oubliez pas que l'enseignement, c'est féminin. C'est des femmes qui enseignent dans le monde occidental. Que ce soit les tout petits et les moins grands. Et c'est parfait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une absence considérable. Peut-être même le père à la maison, mais aussi l'homme dans le parcours académique d'un jeune. Alors plus pour nous, en second degré, au collège, lycée, il y a plus quand même d'hommes qui enseignent. En primaire, oui, on a beaucoup plus de femmes, mais au niveau de... Mais vous ne pouvez plus avoir juste un regard sur comment l'enfant va vivre ça ici en France. Moi, il faut vous le préparer pour l'avenir. Ouvrir davantage. Oui, parce que nous, on veut embaucher votre enfant. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont avoir un intérêt pour lui en Nouvelle-Zélande, aussi bien que c'est lui-même qui le dira, mais pourquoi pas le Japon, tiens? On m'en a parlé encore aujourd'hui, un parent qui me dit, bon, ma fille va aller à Florence faire une partie de ses études de médecine, puis elle voudrait faire sa dernière année en Californie. Écoutez, elle est bouleversée, mais non, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est très présent elle voudrait peut-être même envisager de travailler une journée dans un salon de coiffure, parce qu'elle adore la coiffure, puis une journée dans les tenues vestimentaires. Mais tu vas être médecin quand, donc? 2 jours. Je vous promets que c'est une réalité. Donc, regardons pas juste le lycée, ici, comment ça se passe. Regardons-le sur le plan plus large. Donc, on retiendra cette ouverture, alors j'allais dire à l'international, mais une ouverture tout court. Oui, on est d'accord là-dessus. Merci beaucoup pour ce moment. Le podcast, c'est aussi prendre du temps pour soi. Donc là, vous allez avoir 2 petites questions plus personnelles. Alors, à quel moment de votre parcours vous avez pris conscience qu'il était peut-être essentiel ou indispensable de prendre soin de vous? À quel moment? On a réussi à découvrir au tournant des années 80-90 que les gens avaient tendance à choisir dans leur vie 2 départements, 2 éléments. Exemple, travail, famille, travail, loisir. Mais ils laissaient tomber parfois la partition sociale ou le corps, si on veut prendre soin d'eux. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'équilibre. La génération X a commencé à initier différents parcours en disant, tiens, un éveil à la méditation, je m'arrête sur le feng shui, pourquoi pas le yoga, la marche active. On a commencé à questionner la nourriture. Là, on a vu quelque chose qui s'est élargi. Alors, le bien-être ne peut pas juste se dire « ça va bien dans ma carrière ». Comme j'ai Pierre, un chirurgien en mémoire, qui me posait, un chirurgien cardiaque, qui me disait « Carole, moi, je passe ma vie à 80 heures par semaine dans le travail. Je gagne très bien ma vie et le reste du temps, c'est de faire du marathon. » J'ai dit « Pierre, il y a un déséquilibre important. Tu as complètement délaissé ta vie sociale. »
Et on voit que le lien familial ou de proximité est omniprésent ou pas présent du tout. Il dit d'ailleurs, Carole, j'en souffre beaucoup. Vous voyez? Donc pour vous, en fait, ça a été à quel moment vous avez pris conscience de ça? Est-ce que vous avez... Moi, le cheminement de ma carrière avait commencé déjà assez tôt, hein, dès l'âge de 14-15 ans. J'ai dit, il faut que ça se passe devant un public. Bon, c'était déjà assez décidé. Alors. Et par la suite, parallèlement à ça, comme j'avais fait des études de maîtrise dans le domaine de la santé, évidemment que je me suis dit, et la pandémie m'en a tellement donné un rappel. Je suis reparti avec l'idée, moi, qu'il nous faut une activité cardiovasculaire pour gérer la vie d'aujourd'hui. Oui, c'est bien la méditation, la lenteur, le yoga, puis prendre... Mais moi, je me dis, il me faut, dans ma vie, une activité cardiovasculaire pour gérer le stress dans lequel on est tous conviés. On est tous, oui. Et, alors, de ce fait, comment vous prenez-vous soin de vous aujourd'hui, en ce moment? Comment vous prenez soin de vous? Là, entre deux avions, etc. Comment vous faites? Course à pied, c'est intouchable pour moi. Course à pied? C'est course à pied qui est au rendez-vous. Et je le calcule sur une année, d'ailleurs. Puis, est-ce que c'est plus de 300 jours par année? Oui. Est-ce que c'est plus de 325 jours par année? Oui. Parce que c'est ça qui me permet, d'ailleurs, à avoir cette énergie-là maintenant, hein, entre autres. Évidemment que sur le plan intime, ou d'avoir fait un choix de dire, le mariage, la famille, etc., on ne pourra pas garder un équilibre parfait dans tout ça. Il faut être prudent quand même. Hein? Il y a des éléments que je me suis dit, à quel moment qu'on va le rattraper, quoi, ou s'il est nécessaire de le rattraper. Bon. Mais bien-être, pour moi, l'activité est très présente. Donc chaque jour, vous avez un temps pour vous. Oui. Ça, c'est indispensable. Eh bien, merci infiniment, Carole Alain, d'avoir ouvert des portes, de nous avoir apporté un regard plus clairvoyant sur ce que nous vivons chacun et sur la manière d'appréhender les relations entre les générations. Alors, notre questionnement de départ sur la réussite nous a amené à nous décentrer un petit peu pour choisir de regarder d'un autre point de vue, prendre de la distance, observer, s'adapter et veiller à notre humanité, aller vers soi et vers l'autre dans ce double mouvement pour construire ensemble. Je dirais que la réussite est à portée de cœur d'abord aussi. Alors, notre rubrique Pour aller plus loin vous permettra, si vous le souhaitez, de poursuivre la réflexion. On vous mettra une bibliographie, le lien vers le site de Carole Alain, des vidéos. Et puis, on vous souhaite à tous une très belle fin d'année à chacun. Merci.